On voit que le climat change, radicalement. On se sent forcément concerné par rapport à l'avenir. On voit beaucoup de changements et on voit une dégradation de l'environnement, de l'air que l'on respire. Aujourd'hui, l'environnement est devenu une problématique majeure dans notre société. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous concernés. Déjà, je fais le tri, c'est devenu une habitude. Tous les petits déplacements, je les fais à vélo. J'essaie, dans la mesure de mon possible tout petit, à essayer par exemple de limiter l'énergie. Chaque fois que je sors d'une pièce, j'éteins la lumière. Essayer de moins utiliser la voiture, par exemple. De nos petits gestes quotidiens aux grandes actions collectives, la participation de tous est primordiale. Même si la prise de conscience est importante, comment accélérer cette sensibilisation au plus grand nombre ? Les affiches seules ne suffiront pas. Il ne suffit pas de mettre les panneaux, il faut que les gens veuillent bien les lire. On est dans une société de plus en plus individualiste où chacun regarde son nombril et peut-être après le bien-être de son prochain, de sa famille, mais certainement pas d'une communauté ou d'un pays. Et donc c'est ça qui est le plus difficile. C'est décourageant au possible. Pour nous inviter à la réflexion, Vincent Puren a rencontré Pascal Canfin, directeur général du WWF France, première organisation mondiale pour la protection de la nature, et Marion Moreau, présidente de la fondation Sigfox. Nous sommes face à un vrai problème aujourd'hui, celui de la Terre. La Terre a des limites. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes, eux, n'ont pas de limites avec leurs usages contemporains. Comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser les gens qui, aujourd'hui, finalement, ne portent pas d'importance à ce sujet ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore du chemin, mais globalement, on a des outils aujourd'hui assez puissants qui permettent de secouer, de passer le message qu'effectivement, ça fait quand même plus de 2 voire 3 décennies qu'on parle des questions environnementales en disant qu'il y a urgence et que finalement, on en est toujours à ce message voilà, il faut faire quelque chose, sauf qu'aujourd'hui, on a des outils qui commencent à accompagner ce discours et lui donner un large écho. Donc, Je pense qu'il faut être optimiste et positif, évidemment, sinon on ne serait pas là pour en débattre. Le point majeur, c'est qu'il y a 2 relations entre les nouvelles technologies et l'environnement. Premier sujet, c'est que les nouvelles technologies, le numérique, le digital, les GAFA, etc., tout ça, ça émet, Facebook, Twitter, ça émet beaucoup de CO2. C'est à peu près 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont liées aux nouvelles technologies. Et de l'autre côté, c'est le côté positif, c'est que ça permet d'accélérer, en tout cas ça peut permettre, si on s'en sert, si on l'utilise, ça peut permettre d'accélérer la transformation de nos modes de vie, de nos modes de production, de nos modes de consommation, dans un sens qui permet, je reviens sur le mot limite qui est fondamental, de respecter les limites de la planète. Et donc on est obligé de, culturellement, en termes de civilisation, de se poser cette question. Et les nouvelles technologies sont là pour nous permettre d'apporter, puisque ce sont des nouveaux outils, des nouvelles réponses. Et donc c'est un défi extraordinaire auquel évidemment le WWF entend prendre toute sa part. Dans l'esprit des gens aujourd'hui, le numérique, enfin les GAFA et autres qui rentrent dans ce spectre numérique, c'est des acteurs de l'immatériel. Et si c'est immatériel, forcément, c'est non nocif. Pourtant, aujourd'hui, le poumon d'Internet, ce sont des data centers, et c'est un des principaux problèmes aujourd'hui pour l'environnement. Comment ça se fait que les gens ne sont pas au courant de ça ? Comment ça se fait qu'on n'en parle pas ? Alors, ça a été vendu effectivement comme la dématérialisation. Or, quand on soulève le capot en quelque sorte de la dématérialisation, elle est très très matérielle. Dans un téléphone portable, il y a des tas de matières premières, des minerais qui ne sont absolument pas renouvelables. Et un des enjeux majeurs, qu'on parle des téléphones, des ordinateurs, etc., c'est d'être en capacité de justement de recycler, de les déconstruire et de récupérer les matériaux qui sont dedans de façon à les réutiliser. Et on est même dans une tendance qui est relativement contre-productive parce qu'en fait, plus les matériaux sont récents, plus leur obsolescence est rapide, donc plus on change rapidement, la durée de vie de nos nouvelles technologies, c'est de plus en plus court. Et par ailleurs, la façon dont ils sont assemblés, construits, rend de plus en plus difficile le fait d'en réextraire des matériaux pour les réutiliser. Donc aujourd'hui, et ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il faut combattre ça, on a de plus en plus d'obsolescence, donc une durée de vie plus courte, et des matériaux de moins en moins réutilisables et recyclables. Donc il faut aussi travailler, sensibiliser, convaincre, parfois faire pression sur les producteurs, les grandes marques qu'on a tous en tête, pour qu'ils changent cette tendance qui n'est pas soutenable au regard des limites de la planète. Imaginez, il y a 15 ans, il y a 20 ans, moi j'ai commencé dans l'Internet il y a 20 ans maintenant chez Club Internet, on avait des serveurs physiques qui consommaient de l'énergie, de la surveillance humaine, etc. C'était monstrueux. Donc finalement, on a quand même réussi à concentrer
toutes ces datas et tous ces besoins en fait en stockage dans des data centers qui, je pense quand même, je mets une note positive moi aussi, vont faire appel à des énergies spécifiques, des clean tech, qui vont permettre finalement de tout optimiser dans un data center. L'enjeu il est monstrueux. Au sein du WWF, vous avez toujours rencontré ces acteurs qui polluent, ces acteurs qui malheureusement contribuent à détruire la planète. Est-ce qu'aujourd'hui vous discutez justement avec, on parle des GAFA, mais il y a aussi des acteurs en Europe, et surtout, est-ce que ces acteurs sont ouverts à la discussion ? Alors justement, l'ADN du WWF partout dans le monde, c'est de transformer les modes de production, donc les entreprises, parce qu'on est absolument convaincu qu'on n'a aucune chance d'inventer l'économie de demain, donc une économie qui respecte les limites de la planète, si les entreprises ne changent pas. Et effectivement, la question des nouvelles technologies, on l'aborde avec le premier pilier qui est comment on réduit l'empreinte. Et donc les data centers, par exemple, puisqu'on vient d'en parler, qu'il faut que d'une part, ce soit optimisé du point de vue de l'énergie, d'autre part que l'énergie qui soit nécessaire proviennent de sources renouvelables. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus d'entreprises du secteur, comme Apple par exemple, prennent des engagements pour aller vers les 100% d'énergie renouvelable pour fournir la chaleur ou le froid nécessaire au data center. Et de l'autre côté, et ça on va encore plus loin, c'est qu'on travaille avec des acteurs de la ville qui intègrent à la place des parkings dans les bâtiments qu'ils font, des data centers. Et donc là, du coup, le data center, non seulement il réduit son impact négatif, mais en plus, il devient un élément positif pour produire de l'énergie, par exemple de la chaleur. Puis le deuxième pilier avec lequel on discute sur les entreprises, et c'est ce qu'on fait ensemble avec Sigfox, c'est comment ça peut servir, comment ça peut avoir un impact positif, les nouvelles technologies. À la fois pour diminuer notre empreinte écologique, donc par exemple diminuer nos déplacements qui sont polluants. Donc ça, on voit bien que c'est possible de passer sur beaucoup plus de réunions dématérialisées. Alors si on réduit l'impact, finalement la dématérialisation de ces réunions, ça évite des billets d'avion, ça évite des tas de choses qui font qu'à la fin le bilan écologique est positif. Et puis d'autre part, sur le terrain, nous, notre mission première, c'est de protéger les espèces qui sont menacées. Et parmi les espèces, il y a le rhinocéros. Et on travaille ensemble. Parce que je le rappelle, Sigfox, son métier, c'est avant tout, enfin votre métier, c'est l'Internet des objets. Et aujourd'hui, en fait, on voit, c'est palpable, notamment, vous le disiez, au Zimbabwe. Racontez-nous aujourd'hui ce que vous faites concrètement sur l'espèce des rhinocéros. Alors, Sigfox, effectivement, juste pour préciser, a fourni une technologie qui est extrêmement nouvelle. Ça n'existait pas avant. On est capable aujourd'hui d'envoyer de tout petits messages sur de très longues distances. C'est ce qu'on fait, c'est un réseau. C'est un réseau en seulement 5 ans qui a déployé aujourd'hui son réseau dans 26 pays dans le monde, je ne sais pas si vous imaginez. Et donc ce réseau, il permet notamment sur le sujet des rhinocéros, comme disait Pascal, d'optimiser complètement et de simplifier le monitoring animal. On a équipé en fait des capteurs sur 10 rhinocéros aujourd'hui, blancs et noirs, dans une réserve de 5000 km² au Zimbabwe. Alors, on va lancer une campagne sur le Now Rhino Speak, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des capteurs qui peuvent durer jusqu'à 4 ans, en émettant de tout petits signaux, notamment GPS, on les voit tous les jours sur notre interface aujourd'hui. On sait exactement où sont les rhinocéros. Le monitoring aujourd'hui, et ça Pascal connaît bien, c'est quoi ? Ce sont des jeeps, des pick-up, des dizaines d'hommes et de femmes qui travaillent sur le terrain, donc c'est beaucoup finalement d'investissement. Et nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement un monitoring à distance, avec des capteurs qui vont durer des années sans changer de batterie et qui vont donner de l'information, notamment, et on travaille aussi un deuxième volet en marge du monitoring et de la localisation GPS, un système d'alerte qui préviendra en cas de stress de l'animal. Donc on teste des choses sur le terrain qui sont assez probantes avec des experts du rhinocéros qui ont vraiment une expertise très sérieuse. Et je crois qu'on est en train de vivre quelque chose de l'ordre de l'avant-après sur le tracking animal au sens large. Et quelque chose d'utile surtout. Extrêmement utile. Qui rend service à l'homme, puisque j'imagine que, c'est même sûr, l'homme ne peut pas tout faire. Donc c'est pas pour remplacer l'homme, si je comprends bien, c'est avant tout pour l'aider à être plus performant dans son travail du quotidien. Et de réduire les coûts. Donc, si on réduit les coûts, on peut se déployer sur plus de territoires. Tout à fait. Et donc, nous, par exemple, on utilise aussi, on est en train de tester au Zimbabwe cette nouvelle technologie. Lorsqu'elle aura totalement fait ses preuves, on pourra imaginer la déployer sur d'autres espèces, dans d'autres territoires. On teste aussi des drones
au Népal, de façon à pouvoir couvrir des surfaces pour lesquelles ce n'est pas les pick-up, les jeeps et les êtres humains qui vont être capables de... Voilà. Mais il faut savoir que ça peut paraître marginal, comme ça, le rhinocéros, ça paraît lointain. Il faut savoir que le trafic des espèces emblématiques, comme l'éléphant, le rhinocéros, le tigre, etc., c'est le 3e trafic mondial illégal, derrière les armes et la drogue. Aujourd'hui, on est dans le moment où nous, on a de plus en plus de nouvelles technologies pour améliorer la lutte sur le terrain, mais en même temps, il y a une demande qui explose. Et donc, on joue sur les deux aspects, mieux tracer localement grâce aux nouvelles technologies, et en même temps, travailler les représentations. Et là, on fait appel, par exemple, à des vieilles technologies comme la télévision, c'est-à-dire des choses affreuses qui existaient dans les années 60, c'est-à-dire qu'on demande à des acteurs, des actrices, des présentateurs télé du Vietnam, de Chine, et on travaille avec eux de façon à ce qu'ils disent aux classes moyennes « Arrêtez, c'est pas ça qui va vous faire éviter un cancer, c'est pas ça qui va améliorer votre activité sexuelle ». Et donc, changer les représentations avec les bonnes vieilles technologies et changer l'impact sur le terrain en Afrique avec les nouvelles, ça permet de tenir les deux bouts et c'est comme ça qu'on est efficace. L'intérêt de la technologie, c'est aussi de créer de la proximité. Vous parliez de communication tout à l'heure, en tout cas le rhinocéros communique. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen non pas d'humaniser, mais de créer un pont en fait, entre ces personnes qui justement sont à l'origine malheureusement de l'exploitation, puisque derrière il y a des vertus médicales, etc. Est-ce que ce n'est pas justement en connectant ces gens-là grâce à la technologie, en faisant communiquer les rhinocéros, comme vous le dites, non pas juste avec des spécialistes, mais aussi avec ce public, qu'on va permettre petit à petit d'alléger cette problématique? C'est un problème sur lequel, évidemment, il faut trouver toutes les solutions qui existent. Et évidemment que les nouvelles technologies et les campagnes de sensibilisation un peu nouvelles, innovantes, vont répondre à ces enjeux-là. Les rhinocéros, on va demain les faire tweeter. Ils vont envoyer un tweet, il y aura un compte Twitter sur chacun des rhinocéros qui est réellement connecté. C'est pas grand-chose à faire, nous on sait le faire. Et demain, j'imagine, et je serais ravie de le faire avec WWF justement, qu'on puisse dire à la planète entière sur une forme d'éducation, voilà comment aujourd'hui se comporte un rhinocéros. Et c'est lui qui le dit, c'est beaucoup plus puissant. Alors c'est une anecdote, hein, ça paraît anecdotique, mais c'est quand même intéressant de savoir aujourd'hui qu'on peut faire parler le monde physique et notamment les espèces en danger. Et ça fera peut-être plus sens d'ailleurs que ce qu'on voit, ce qu'on peut lire aujourd'hui sur ces réseaux, qui n'est pas toujours intelligent. On a une tradition dans cette émission, contexte électoral oblige. Si on devait se projeter d'ici 2020, même si je sais que c'est très court, quelle serait votre grande idée pour que notre sujet, à savoir l'environnement, aille de l'avant et s'améliore? Créer une nouvelle infrastructure qui serait une application, qui sera une application, et on travaille sur ce projet pour le sortir l'année prochaine, donc avant 2020, dès 2017, dans un an, où on va créer le chaînon manquant entre les gestes individuels et puis les grandes politiques publiques sur l'énergie, sur le climat, sur la mobilité, sur la ville, etc. Des choses sur lesquelles chacun d'entre nous se dit j'ai pas beaucoup de prise. Bon. Et donc, entre les petits gestes, qui ne sont pas si petits que ça, si on est des millions à le faire, et les politiques publiques, en fait, il manque le chaînon manquant, qui est comment on utilise les numériques pour créer cette communauté d'action, ce récit d'engagement collectif, qui fait que tout d'un coup, on n'est plus tout seul dans son coin, mais on est 100 000, 200 000, 1 million à faire quelque chose, à s'engager à faire quelque chose à partir de ce qu'on veut et de nos propres contraintes, de nos propres aspirations, pas quelque chose qui est dicté de je ne sais où par je ne sais qui, mais à partir de ces aspirations, de ces intérêts et de ces contraintes, de dire ce geste-là, cette semaine, ce défi que je me lance, voilà, c'est ça mon engagement de la semaine. Mais si je le fais tout seul dans mon coin, je ne raconte aucune histoire collective, j'ai aucune idée de l'impact agrégé de tout ça, et puis finalement, si je ne le fais pas, personne ne le sait. Si nous arrivons, c'est notre objectif pour l'année prochaine, à créer un désir de faire cette communauté d'action, à 500 000, 1 million de personnes. On aura pour la première fois, et ça on ne pouvait pas le faire avant les nouvelles technologies, eh bien, on aura créé cette communauté de gens qui, encore une fois, de manière totalement horizontale, sans, c'est pas un parti, c'est pas une ONG, c'est pas un syndicat, c'est pas des choses qui sont verticales, ces choses qui sont totalement de communauté horizontale, se disent tiens, on fait partie d'une action collective. Et je pense qu'au fond, ça renouvelle la façon dont on pense l'action collective dans une démocratie au XXIe siècle, à l'heure des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Et finalement, on n'a pas encore pris totalement conscience du potentiel positif
de ça, parce qu'on n'a pas créé cette infrastructure à très grande échelle. Et on est engagé dans ce projet, et ça permettra évidemment, si ça marche, si on est 1 million demain à rejoindre cette application, à gagner de l'argent grâce aux offres de services écologiques qui seront proposés, à se lancer des défis et à partager tout ça sur nos réseaux sociaux, ça permettra de faire émerger une force citoyenne collective qui dépasse largement l'action individuelle, mais qui reste totalement à la portée de tous. Et c'est ça qui serait, si je vais prendre une grande action, ce serait le qu'on porte pour l'année prochaine. Merci. Marion ? Alors nous, de notre côté, à la Fondation Sigfox, les engagements qu'on va prendre, c'est l'action sur l'impact. Parce que l'impact aujourd'hui, je pense que pour ceux qui regardent l'émission, et c'est bien que tu abordes le sujet, c'est plus l'apanage des écologistes ou d'une poignée de cheveux longs avec des cigarettes à la bouche. Je me suis fait une coupe avant. Voilà. Peut-être que tu l'as été avant, mais pourquoi pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas grave. Non, je pense que l'impact, et c'est hyper important, moi je pense que le message il est fort. Les innovateurs, et notamment en Europe et en France, où la culture du changement, je pense, est un peu dans notre ADN. Je ne serais pas surprise, ceux qui nous écoutent peut-être connaissent Paul Duhan, dont tu as entendu parler, qui a lancé une plateforme pour réduire le chômage de pas mal de points de chômage. On a des innovateurs en France et en Europe qui, demain, vont lancer ou se mettent déjà à travailler sur l'impact. L'impact sur l'emploi, l'impact sur l'environnement, l'impact sur les relations sociales, avec des plateformes, avec des idées d'application, avec des technologies. Et nous, on s'inscrit clairement là-dedans. Et ça rejoint d'ailleurs toute la société entièrement, la compagnie Sigfox au global. On est 300 aujourd'hui, je peux vous dire que tout le monde est motivé pour créer cet impact, avec des capteurs qui sont encore une fois respectueux de l'environnement, mais avec lesquels probablement on arrivera à mener des actions qui sont concrètes et qui peuvent être sur des capteurs à très bas coût, puisque le capteur de rhinocéros, je ne l'ai pas dit, mais il vaut 30 € quand même, c'est-à-dire rien du tout. On peut imaginer, scaler les projets et imaginer, voir les choses en grand. Et j'espère qu'on fera les choses en grand dès 2017. Voilà. C'est ce qu'on vous souhaite à tous les deux, en tout cas, merci. Merci. Merci Vincent. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous. Toujours là ? Profitez-en pour regarder un autre épisode.